Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 février 2023. Je poursuis donc la lecture de Bernard Chouraqui, mais un autre de ses ouvrages, La terre du meurtre ou Les assassins indirects, publié aux éditions de la Différence. Alors, ce qu'on y dit en quatrième de couverture, c'est que de manière fine, de manière méthodique, de manière inexorable, Bernard Chouraqui démontre les mécanismes de l'horreur qui font de telle sorte que nous sommes tous englués dans l'esprit du meurtre. Et par les temps qui courent, disons dans les 3 dernières années, avec la pandémie où on a fini par développer une sorte d'insensibilité, un relativisme, après tout ce n'était que des vieux qui succombaient ou encore des gens atteints de diverses maladies débilitantes ou handicapantes ou invalidantes qui trépassaient. Alors, et puis on a fini même par s'habituer. De même, l'agression russe en Ukraine, avec son cortège de morts, avec ses bâtiments détruits, a accentué, aurais-je envie de dire, notre insensibilisation aux morts, au décès, à la disparition d'autrui. Mais avant de vous lire un passage qui est plutôt comique, et oui, parce que dans Chouraqui, il y a aussi des moments d'humour, des moments d'esprit, des moments de dérision. Et comme il est un extraordinaire aphoriste, je vais vous lire le passage où il rend visite à cet autre aphoriste de génie que vous appréciez sans doute tous, c'est-à-dire Sioran. Mais avant, je vais, je vais vous relater quelque chose qui, euh, qui est survenu dans le quartier où loge la librairie. Nous avons une voisine qui propose des créations vestimentaires depuis le début des années 70. Elle est établie sur la rue Bélanger depuis au moins plus de 50 ans. Et elle a préparé sa vitrine de la Saint-Valentin. Une vitrine, et oui, et il faut quand même mentionner que son public cible, ce sont des octogénaires. Alors, elle a fait sa vitrine de la Saint-Valentin, où on retrouve des vêtements de couleur rouge, une bouteille de champagne vide, ainsi que des strings. Alors, oui, sans doute, les octogénaires peuvent témoigner que la bête ne meurt jamais. Et pendant quelque temps, nous avons remarqué que sa boutique n'était pas ouverte, n'ouvrait plus. Et aujourd'hui, celui qu'on a nommé le bourreau, oui, c'est-à-dire notre facteur, un jeune facteur qui est très très sympathique et qui est lui-même le fils d'un facteur, car il porte l'uniforme de celui que portait son père. Alors, très tendance années 80. Il est reconnaissable entre tous à cause de son look différent des autres facteurs. Et ce facteur, donc, vous disais-je, que nous appelons le bourreau, et on lui fait tout un cinéma quand il vient nous porter généralement des factures. Et là, on lâche des cris comme si on nous torturait, ou on nous dépiotait, ou on nous faisait subir
d'innommables sévices. Et lui, évidemment, il trouve ça très drôle. Et même parfois, on l'aperçoit sur la rue en train de déposer des lettres. Et on s'écrie après lui, « Hey, le bourreau, le bourreau! » Alors là, et, et quand il se repose, hein, oui, il faut que le bourreau se repose d'avoir tant fait souffrir ses semblables. Mais aujourd'hui, le bourreau est entré dans la librairie, le, le regard triste, pour nous annoncer que cette voisine euh, qui vend des vêtements pour femmes, eh bien, s'était rompu les os en déboulant l'escalier. Donc, elle a été hospitalisée peut-être pendant une journée ou deux, et finalement, elle est décédée. Elle est décédée. Et pour moi, je ne cessais, quand je passais devant sa boutique, de la juger comme étant un modèle pour moi. Car il y a déjà très longtemps, j'ai pris la décision de ne jamais prendre ma retraite. Et pour moi, cette dame était un exemple de quelqu'un qui n'avait jamais arrêté. Finalement, elle est morte au travail presque. Je ne sais trop si elle vivait au-dessus de son échoppe. Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin là, ici, je ne veux pas trop m'avancer, mais assurément, elle a dévalé les escaliers et elle s'est cassée littéralement la colonne vertébrale. Et notre facteur bourreau était tout à fait accablé lorsqu'il nous a révélé ce décès. Et il mentionnait également qu'elle était extrêmement gentille avec lui et qu'elle lui offrait de prendre le café avec elle. Invitation qu'il a toujours déclinée. Et que le petit chien, un Pékinois, nommé Champion, lorsqu'il voyait le bourreau, se tortillait à ses pieds. Alors j'ai confié à ce bourreau faire de même auprès de Fabienne lorsque je suis quelques heures sans la voir. Alors, tel un Pékinois, je me roule à ses pieds de contentement de retrouver enfin ma maîtresse. Quant à Sioran, j'ai raconté ici, sur ma chaîne YouTube, en fait, ma première chaîne YouTube, une anecdote qui n'a jamais cessé de m'enchanter. Une relation, un peu lointaine, mais une relation tout de même, m'a montré il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années, une douzaine d'années sans doute, à mon ancienne librairie à Côte-des-Neiges, des lettres, un échange de lettres qu'il avait eu avec Sioran. Et détail piquant, il y avait un universitaire très important, très en vue à ce moment-là, qui était à la librairie, qui a assisté à cette conversation, à cet impromptu entre ce monsieur et moi-même. Et ils m'ont montré donc les lettres et évidemment, l'universitaire a été très intéressé, un universitaire qui enseignait la littérature, a été très curieux de prendre connaissance du contenu de ces lettres. Et détail piquant, dans l'une des missives, Sioran affirmait répondre à cet étudiant car il détestait les universitaires. Mais son vis-à-vis avait omis de mentionner qu'il était en train de rédiger une thèse. Alors, Sioran lui disait qu'il lui répondait donc parce qu'il détestait les universitaires. Et Sioran lui mentionnait, en conclusion de l'une ou l'autre des lettres, que si jamais un jour il vient à Paris, eh bien, ça lui fera plaisir de passer un petit moment avec lui. Alors, ce qu'a fait l'ami en question. Et ils se sont baladés
pendant quelques heures dans le jardin du Luxembourg. Et au terme de cet échange, l'ami lui a confié finalement faire une thèse en littérature. Et Sioran l'a exhorté à abandonner de rechef sa thèse. Et l'ami en question lui a demandé alors, oui, mais comment vivrai-je? Comment je vais faire pour gagner ma vie? Et Sioran lui a asséné cette réplique sans appel. Monsieur, vivez d'expédient. Alors, ce vivez d'expédient, ouais, ben voilà, il y a des clients, mais la librairie est fermée déjà depuis un bon moment. Ouais. Il doit se dire, qu'est-ce qu'il fait là, ce type-là, en train de... Bon, je vais attendre. Ben voilà. Ah, les petits amoureux, ils se tiennent par la main. C'est la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Alors, cet ami en question, je pense qu'effectivement, il a appliqué le conseil de Sioran et sans doute aura-t-il passé sa vie en vivant d'expédient. Est-ce qu'il aura trouvé la satisfaction, la joie? Ce faisant, c'est ce que je lui souhaite. Mais pour en revenir à Sioran et à cette dame qui vend des vêtements pour enfants, qui vendait des vêtements pour enfants, il y aurait un point commun aux deux. C'est que Sioran a eu la reconnaissance très très tard dans son travail. Longtemps, il a été un écrivain qui accumulait les insuccès et dont les méventes étaient proverbiales. Mais il n'a jamais cessé d'être soutenu tout de même par son éditeur Gallimard. Et c'est aux alentours de 75 ans qui tout à coup, il a obtenu la gloire, la reconnaissance même. Ce qui a été le cas aussi pour un peu René Étiamble et également Albert Cossery. Ce qui me fait dire, pour pouvoir obtenir une certaine reconnaissance, d'abord il faut tenir le coup, longtemps, et lorsqu'on est vraiment fou, il faut avoir pour objectif de devenir un vieux fou. Être fou, jeune, c'est presque normal. La folie, c'est l'état normal de la jeunesse. Et, censément, la sagesse serait l'état normal de la vieillesse. Mais les vieux sages, on en a cure. Tandis que des vieux fous, des vieilles excentriques, qui poursuivent contre vent et marée leur recherche, qui ne se déguisent pas en jeunes, qui assument le fait d'être vieux, mais qui assument également le fait d'être fou. Alors, forcément, lorsque je passais devant la vitrine de cette dame, et que par exemple, j'ai vu les strings rouges destinés à sa clientèle octogénaire, je me suis dit, ah, celle-là, elle est vraiment azimutée. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'éprouver un sentiment d'admiration. Et je me projette, dans quelques décennies, sans doute serai-je encore dans mon échoppe, de plus en plus fou, j'ose espérer, et que peut-être là, enfin, à 80 ballets passés, on admettra une fois pour toutes que j'aurais été absolument fidèle à ma singularité. Mais avant ça, on peut me suspecter de faire mon intéressant ou d'ambitionner quelques reconnaissances. Ce que le vieux fou ou la vieille folle se fout éperdument.
Alors forcément, j'imagine très bien Sioran recevant les honneurs, la reconnaissance. Ça devait même le faire marrer encore davantage au terme d'une vie à se maintenir hors des sentiers battus, refusant les, les chemins balisés, acceptant en toute bonhomie la marge sans en faire cas ni s'en glorifiant, et recevant benoîtement des hommages qu'il devait juger en son fort intérieur un brin ridicule. Alors donc, être un jeune fou, au fond, c'est de peu d'intérêt. Sioran me reçoit chez lui en oriental chaleureux. Il est roumain. Il m'offre des cacahuètes et du whisky. Il ne ressemble pas au piégé convulsif de l'histoire qu'il est. Cependant, son visage est magnifique de force et d'intelligence. Ses yeux sont d'un ironiste qui voit tout depuis l'histoire, considérée tout entière comme une bonne et horrible plaisanterie. Ses livres sont les plus noirs du XXe siècle, presque aussi noirs que le XXe siècle lui-même. Il me dit dès que nous commençons à parler, je suis un épileptique raté. Personnellement, je verrais plutôt en lui un gâteux de la résignation. Je le trouve en train d'écrire un jeune homme qui, après avoir lu ses livres, lui a annoncé par lettre qu'il allait se tuer. Je demande à Sioran ce qu'il écrit au désespéré. D'attendre un peu, me répond-il. Je n'ai rien d'autre à lui dire, le suicide, je suis pour, mais on ne peut pas froidement conseiller à un jeune homme de se tuer. À ces mots de Sioran, j'éclate de rire, car tout en me parlant du suicide, Sioran est en train de manger des cacahuètes. La vue d'un nihiliste dégustant des cacahuètes me fait tordre de rire. D'autant plus que c'est la première fois que j'en vois un. Je ris aux larmes. Rien ne me paraît plus drôle que le spectacle que Sioran donne. Je pense que le nihilisme est la chose la plus cocasse du monde, qu'il fait de ses adeptes à leur insu de grands comiques. Sioran fait l'apologie du suicide depuis toujours, et le voici parvenu à l'âge de 80 ans, sans s'être tué. Toutes ses raisons de mourir lui auront fait d'excellentes raisons de vivre. Son désir d'en finir, étendu sur des décennies, véritable vitamine C, aura eu un excellent effet sur son organisme. D'autres, influencés par lui et moins robustes que lui, en auront fini depuis longtemps. Que Sioran fera retentir sur le siècle son monologue impétueux sur la impérieux, ça aurait pu être impétueux aussi, sur la nécessité d'en finir. Sioran me dit, j'ai un pied dans la tombe. Mais non, lui dis-je, vous êtes comme tout le monde, vous avez une tombe dans le pied. Les tombes sont d'excellents mocassins. Nous rions. Sioran reprend des cacahuètes et m'en offre à nouveau avec beaucoup d'insistance. Je me dis, mais pourquoi donc Sioran n'interroge-t-il pas son goût des cacahuètes? N'y a-t-il pas dans son bonheur à les déguster une passion de vivre dont aucune idée globalisante et nihilisante de la mort ne saurait rendre compte? Pourquoi méprise-t-il les cacahuètes qui lui donnent de la joie, tandis qu'il idolâtre l'idée de la mort qui le torture?
Pourquoi pense-t-il que les cacahuètes ont une charge de révélation inférieure à l'idée de la mort? Pourquoi est-il aussi injuste envers les cacahuètes? N'y a-t-il pas dans les cacahuètes, parce qu'il les apprécie, une révélation qui conteste avec succès toutes les assertions du néant? N'y a-t-il pas dans le bonheur des cacahuètes comme le dévoilement furtif d'une autre réalité qui annule la mort et qui se tient secrètement à la disposition de Sioran? Le constat de l'intolérabilité de la mort, intolérable parce qu'elle ne tient aucun compte du moi, renvoie-t-il à la justification désespérée de la mort ou à la découverte que le moi réfractaire à la mort l'aperçoit comme intolérable parce qu'elle lui échappe? Le nihilisme est-il la consécration du néant, de tout, ou est-il la lecture que le moi fait de lui-même et de la création dans son ensemble, depuis sa croyance, fausse par définition, en sa propre impossibilité? Si en effet le moi était impossible, il n'aurait nul moyen de se lire comme un impossible. Pourquoi, au point ultime du constat de l'intolérabilité de la mort, Sioran oublie-t-il qu'il est lui-même le sujet du constat et qu'à ce titre, il est lui-même au-delà de la mort? Pourquoi immole-t-il son moi au constat qu'il fait de l'impossibilité d'accueillir son moi qui caractérise la mort? N'y aurait-il pas, dans le conflit entre l'homme et la mort, une révélation sur la nature immortelle de l'homme? Pourquoi Sioran induit-il de son constat si aigu et génial de la nullité de l'histoire, déterminée par la mort, que le moi humain est existentiellement nul? Pourquoi induit-il, éclairant sur leur incompatibilité absolue, l'homme de la mort, si l'homme, au contraire, parce qu'il est réfractaire à la mort, était immortel? L'importance des livres de Sioran, c'est de montrer que le meurtre est partout. C'est de forcer le lecteur à toucher du doigt la non-vie dans laquelle il est plongé. C'est de forcer à crier avec Sioran à l'intolé... Ah, décidément, hein, ce mot-là, il est intolérable dans ma bouche. À l'intolérabilité. Pourrais-je mettre des petits tirets, des petits traits d'union entre... de la condition humaine. Puis nous quittons Sioran et basculons au-delà de notre condition dans notre nature retrouvée. J'admire Sioran, je respecte Sioran, j'éprouve de la tendresse pour l'homme, mais je déplore qu'il n'aille pas plus loin jusqu'à se rejoindre. Je passe un long moment amical et passionné avec lui, mais lorsque je me retrouve dans la rue, devant son immeuble, je pense, il s'auto-mystifie. Le moi est une révélation qui subvertit la mort. La mort ne détient aucun pouvoir de subvertir le moi, sauf si le moi lui accorde ce pouvoir, parce qu'il est leurré par l'idée qu'il se fait d'elle. Comme tous les modernes, Sioran est leurré. Je pense, contrairement à Pascal et à Sioran, je ne parie ni sur Dieu, ni sur le néant, je parie sur les cacahuètes. Eh oui, non d'une cacahuète. Alors voilà, c'était Bernard Chouraqui, vous avez donné une petite idée
de l'intolérance. Je renonce. Franchement, je renonce. En tout cas, ça vous aura sans doute donné une petite idée de l'humour de Bernard Chouraqui. Alors, je vais continuer. Je ne sais pas combien de temps encore je vais continuer en présence de Chouraqui. J'ai exhumé de ma bibliothèque perso tous les livres que j'ai de lui. Quelques-uns, l'ayant découvert l'année dernière et ayant été frappé par ses fulgurances, par ce combat gagné même, ce combat triomphal contre la mort, et son ombre portée qui est le désir, le meurtre, qui est le meurtre qui embue les esprits, qui est partout en fait, partout dans la... Et que lui, ce qu'il dit, c'est que si nous parvenions tous à ne pas voir la mort comme une abomination, et même de la faire disparaître dans nos esprits, eh bien, ce désir de meurtre qui est partout à l'œuvre et qui même est en mouvement, en exécution, nous pourrions l'abolir, le meurtre, par le fait même, en cessant d'être des obsédés de la mort. Alors, un grand prophète, Bernard Chouraqui. C'est très très rare qu'on a affaire. Ici, c'est un prophète aphoriste. Et Sioran, eh ben, pour lui, ce n'est qu'un nihiliste qui joue d'une certaine manière la comédie. Alors, voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain pour de nouvelles aventures.